l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô à toi, mon fan du old school, j'espère que tu vas bien. Et c'est Vincent, et aujourd'hui je suis en présence de David Couteau, professeur board game. On est même dans sa maison. Merci de m'accueillir en fait. Professeur board game, est-ce que tu pourrais nous t'introduire à l'école du jeu? Bien sûr, je m'appelle David, je suis aussi YouTuber sur la chaîne Professeur Board Game. Je fais généralement des vidéos de règles avec des petites critiques à la fin aussi. Donc on fait des vidéos comme ça, on couvre des événements aussi de plus en plus. Ça fait 2 ans qu'on va au Gen Con aussi, qu'on réussit à faire une petite couverture médiatique du Gen Con. On fait aussi une petite tournée des pubs ludiques du Québec, donc pour présenter c'est quoi les endroits qu'on a pour jouer. Et on fait aussi des tops, comme on fait présentement. Voilà, exactement. Donc des tops avec des invités aussi qu'on fait tout le temps sur la chaîne. Donc on fait pas mal de vidéos. On écrit aussi sur Passion Board Games. On est impliqué aussi dans plusieurs événements. On fait des soirées d'animation dans notre ville, à Sorel-Tracy. On a un événement annuel qui s'appelle les MIP Olympiades aussi, qu'on fait depuis 2 ans, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc on essaie de s'impliquer de plus en plus pour faire connaître les jeux de société au plus de monde. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner que David et ses vidéos de règles sont super bien faites. Tu couvres énormément de différents jeux et je dois lever mon chapeau en fait par rapport à ça. Plusieurs fois, je le mentionne dans mes vidéos que je trouve que tu expliques super bien. C'est très exhaustif et complet. Alors voilà, et donc je suis honoré d'être avec toi. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie qu'on fasse ensemble un top 10 des jeux old school, vieille école, donc des jeux en fait qui ont 10 ans ou plus. Dans le fond, est-ce que tu veux un peu nous expliquer davantage sur ça? On dirait qu'on est dans une société justement où la culture de la nouveauté est très présente, surtout dans le jeu de société. Depuis quelques années, le milieu ou l'industrie des jeux de société se développe aussi beaucoup. On a des milliers de sorties par année, donc c'est rendu un peu ridicule même le nombre de nouveaux jeux qui sortent. Et évidemment, on est toujours à essayer de couvrir la dernière nouveauté parce que c'est ça que les gens veulent entendre parler. Mais là, des fois, on se rend compte que un vieux jeu que j'ai chez nous depuis plusieurs années, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais il est toujours aussi bon. Tout à fait. Puis même, il est supérieur à plein de nouveaux jeux qui vont sortir sur le marché. Donc des fois, c'est vraiment bon de redécouvrir ces vieux classiques. Puis on pensait que ça allait être facile de dire des jeux de plus de 10 ans, il y en a des tonnes. Puis là, c'est là qu'on va sur BGG où on log toutes les parties qu'on joue. Puis là, tu te rends compte que des jeux de plus de 10 ans, ça veut dire 2008 et moins. Puis ça fait même pas 10% de tous les jeux que j'ai joués. Ah, c'est fou, là, c'est incroyable. Et surtout, en fait, moi, je pense que autre chose à noter, c'est que dans ce genre de jeu-là, il y avait en fait une espèce de... il y avait un filtre qui était beaucoup plus énorme, je dirais, où est-ce que, il y avait beaucoup de jeux qui s'arrêtaient directement, en fait, au premier stade, alors qu'aujourd'hui, grâce à Kickstarter, puis à d'autres plateformes, en fait, de financement social comme ça, c'est sûr certain qu'il y a beaucoup de jeux qui voient le jour, ce qui est une bonne chose, mais d'un autre côté, en fait, souvent, on va perdre énormément. On va se perdre en fait dans la foulée de jeux qui sortent à chaque année. Et surtout, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui auparavant ont offert de quoi qui encore aujourd'hui est valable et valide et qui sont des piliers justement du jeu de société moderne et qui malheureusement ont un peu tombé dans l'oubli, tombé dans l'ombre. Ouais, c'est ça, exactement. Et je trouvais ça important en fait de pouvoir mentionner ces jeux-là, prendre un arrêt sur la nouveauté quotidienne, de revenir en arrière puis de faire écoute, est-ce qu'on peut se faire un top 10 de jeux de société qui datent de plus de 10 ans? Dans le top 10, on va inclure aussi des jeux, moi pour ma part, là, je vais inclure des jeux qui ont été réédités ou qui ont été réimprimés en fait sous une nouvelle fonte, évidemment, mais c'est des jeux que j'avais déjà joué auparavant, puis que j'ai vraiment adoré dès le départ, donc quand ils sont revenus sur le marché, c'est sûr certain que moi ça a fait mon bonheur. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Mais non, on commence ça. Donc,
Donc, mon numéro 10 à moi personnel, c'est un jeu que j'avais pas le choix de passer, j'avais pas le choix de mentionner, malgré le fait que c'est un jeu que j'aimerais beaucoup jouer un peu plus, mais qui ne me chante pas nécessairement beaucoup, c'est Twilight Imperium, un jeu en fait épique spatial qui a reçu en fait une nouvelle édition. Une grosse boîte géante. Ouais, une énorme boîte, un gros jeu qui dure 6, 7, 8 heures, qui est un espèce de classique du space opera, où est-ce que les joueurs vont représenter différentes races et auront différents pouvoirs, et donc on va en fait essayer d'avoir un contrôle intergalactique tout en accomplissant différents objectifs, et ces objectifs-là sont mis au hasard en début de partie, on ne les connaît pas tous, mais la chose qui est particulière, c'est que c'est vraiment un des seuls jeux qui dure environ 6, 7, 8 heures et qui est très reconnu par la communauté comme étant une espèce de classique. Il y en a beaucoup des jeux de longue haleine comme ça, mais celui-là a fait sa marque comme il n'y a pas de lendemain. Quelle édition t'as joué? Moi, j'ai joué en fait à la 3e qui datait de 2004 et j'ai joué aussi à la nouvelle édition. Les différences sont vraiment... Il y a certaines différences, mais je pense qu'elles ont toutes été faites dans le but de faciliter en fait la compréhension puis l'accessibilité au jeu. Donc les gens qui ne connaissaient pas Twilight Imperium vont avoir l'opportunité de pouvoir s'installer devant le jeu et de pouvoir l'essayer dans un environnement un peu plus favorable à la compréhension des règles en général. Mais sérieusement, ce jeu-là, il est frustrant à certains moments parce que tu dis, Caroline, le hasard qui des fois, on te lance une carte, ça vient complètement briser ton affaire, puis là tu dis waouh. Mais à chaque fois, c'est des parties qui sont mémorables, puis que tu peux te rappeler en fait continuellement, te refaire une histoire avec tout ça. C'est vraiment un très très bon jeu somme toute. Toi, est-ce que c'est un jeu qui t'a déjà parlé? J'ai jamais joué. Ok. J'ai déjà failli jouer, mais finalement, j'ai pas pu aller à la partie. Mais c'est un jeu que j'aimerais essayer par curiosité, je pense, en premier, sans dire que ça va être mon style de jeu ou un jeu que je vais apprécier, mais par la curiosité de cette grosse bête-là. Oui, c'est ça. J'aimerais essayer de jouer à un moment donné. Parce que c'est un jeu quand même que faut que tu sortes. C'est un jeu mythique, là, un peu qu'on entend parler beaucoup, puis je pense que tout le monde devrait au moins essayer ce jeu-là une fois. Tout à fait, exactement. Puis c'est vraiment un genre de jeu que tu sors une fois par année ou 2 ans, puis qu'on va tout avoir du fun autour de la table, il n'y a aucun doute là-dessus. Mon numéro 10, Twilight Imperium. Moi, mon numéro 10, j'ai choisi un jeu à peu près tout autant épique, mais qui date d'une autre époque. Okay. Donc, un jeu de 1979 à ses débuts. Et on va y aller avec le jeu Dune. Donc, Dune, un jeu asymétrique avec plusieurs factions. On va avoir beaucoup du contrôle de territoire, du combat, de la confrontation, des alliances aussi avec les autres joueurs. On va essayer de prendre le contrôle des différentes capitales qui sont sur la carte pour essayer de l'emporter. Et de voir un jeu autant asymétrique à une époque aussi lointaine dans le jeu de société, c'est hallucinant. Les jeux asymétriques comme ça sont assez rares, même aujourd'hui sur le marché. On peut penser à des jeux comme Vast, ou des jeux comme Root qui s'en viennent justement, qui sont des jeux asymétriques à plusieurs joueurs. Mais c'est tellement un design qui est complexe à faire, c'est tellement des jeux qu'il faut playtester 10 fois plus qu'un jeu normal. Donc de voir ce jeu-là aussi vieux puis fonctionner aussi bien, c'est vraiment hallucinant. J'ai un de mes amis qui a la vieille édition, c'est absolument laid là, comme jeu. Là. Les jetons de carton, c'est des petits jetons miniatures, tout cheap, on met ça sur la carte. C'est complètement affreux, mais c'était d'autres standards à l'époque. C'était pas ça qui était important, la beauté des jeux à ce moment-là. Fait que c'était vraiment juste les mécaniques du jeu, comment ça fonctionnait. C'est un jeu évidemment qui avait beaucoup de règles, chaque faction avec ça comme sa grosse feuille résumée de règles qui était une feuille remplie au complet, c'est comme lis ça puis ça va te dire comment ça marche. Mais c'est ça, j'ai un de mes amis qui l'a, puis une fois de temps en temps, une fois ou peut-être 1 an ou 2, on se fait une partie de Dune à 6 joueurs avec toutes les factions qui sont là, puis c'est hallucinant ce jeu-là. De voir qu'aujourd'hui il tient encore son bout devant beaucoup de nouveaux trucs. Ben surtout, en fait, je pense qu'il y a une réimplémentation du jeu, en fait, sous une nouvelle fonte, là, je pense. En fait, il n'y avait pas les droits pour les droits de l'univers de Dune pour refaire une nouvelle édition. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris les règles du jeu et les ont transférées dans l'univers de Twilight Imperium. Et c'est un jeu qui s'appelle Rex. Donc, le fonctionnement est similaire à Dune, mais dans un autre univers.
Ouais, exactement. Moi, j'ai joué à Rex d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait des mécanismes là-dedans époustouflants. Les différentes méthodes de victoire sont hyper diversifiées. Le fait aussi qu'il y a comme une espèce de coopération à un moment donné qui est juste organique dans le jeu. On peut s'asseoir les deux ensemble. On se dit, OK, on n'est vraiment pas en train de gagner. On se fait une alliance. That's it, tu sais. Fait que, puis là, après ça, il faut que tu respectes cette alliance-là jusqu'à un certain moment donné où est-ce que tu as le droit de briser cette alliance-là, mais autrement, tu la gardes jusqu'à la fin de la partie. Et si tu gagnes, on gagne ensemble. Une vraie alliance. Ouais, c'est sérieusement, moi j'avais beaucoup aimé ma partie de règles. J'ai pas joué à Dune par contre, mais bon, de ce que j'ai compris, il y a pas. C'est la même chose, là. C'est vraiment juste le skin qui va changer. Donc, mon numéro 10, le jeu Dune. Numéro 9, j'y vais avec un petit jeu de cartes qui est basé sur un jeu qui était aussi très populaire à l'époque, mais que je n'ai pas mis parce que j'ai pas joué. Donc je vais y aller avec le jeu San Juan, qui est basé sur le jeu Porto Rico. Donc c'est un peu la version card game, version simplifiée. Donc on va avoir des cartes qui vont représenter des bâtiments et les cartes vont aussi nous servir de ressources dans le jeu. Donc si je veux payer un bâtiment qui coûte 3 ressources, ben il faut que je défausse 3 cartes de ma main pour pouvoir le construire. Fait qu'on a un gros roulement de notre main carte à l'intérieur du jeu. On va construire des bâtiments dans notre ville pour aller produire des marchandises, du café. En tout cas, il y a d'autres aussi. Du tabac. Du tabac, donc. Du sucre. Effectivement. Donc, on produit des ressources, on va les revendre. Puis quand on les revend, il va y avoir on va tourner une tuile de marché. Donc, le marché va fluctuer pendant la partie. Donc, les marchandises ne vaudront pas la même valeur selon la ronde à laquelle on va jouer. Et quand on va vendre des marchandises, ça nous permet de piocher des nouvelles cartes. Fait que les cartes sont vraiment la ressource principale du jeu. Donc, on pige des nouvelles cartes qui vont nous permettre d'aller construire des nouveaux bâtiments. On a des bâtiments aussi qui nous servent à marquer des points de victoire. On a des bâtiments qui nous donnent des petits pouvoirs aussi pour, ça peut être augmenter notre main de carte. Ça peut être d'avoir des bonus quand on fait telle action. Et justement, les actions, on peut garder le même principe que dans Porto Rico. Donc, je choisis une action à mon tour, je la fais avec un bonus et après ça, tous les joueurs vont faire l'action. Ensuite, l'autre joueur choisit une nouvelle tuile d'action, la fait avec un bonus, on fait toute l'action. Ça, c'est une mécanique qui est vraiment cool. Puis je pense qu'il n'est pas assez exploité dans les jeux. Même encore aujourd'hui, on retrouve pas ça dans beaucoup de jeux. Non, pas vraiment. C'est très original, puis ça t'amène justement à être à l'affût de ce que les autres sont en train de faire. De dire, OK, si je pense que lui va prendre telle action à son tour, fait que moi je vais faire d'autres choses à mon tour parce que lui, s'il prend l'action de vendre, je vais pouvoir vendre ma marchandise dans son tour. Donc vraiment de la belle stratégie derrière ça. Comme c'est la version jeu de cartes, ça joue quand même assez rapidement, ça s'installe aussi rapidement. Donc très agréable, San Juan. Ouais, c'est ça, je pense que c'est la version carte en fait, si je me trompe pas, de Porto Rico comme tu disais, ouais. Puis, est-ce que toi, c'est-tu un jeu que tu joues régulièrement aussi en général? C'est un jeu que je ressors de temps en temps, donc je pense qu'il a bien vieilli, puis que encore aujourd'hui, il y a sa place, puis ça m'arrive de l'emmener dans des soirées d'animation justement, puis de le montrer à du monde encore aujourd'hui. Donc, il a vaincu les années. Donc, mon numéro 9, San Juan. Mon numéro 9, en fait, c'est une combinaison de 2 jeux. J'ai le droit de faire ça, c'est ma vidéo. Non, mais blague à part, la raison pour laquelle je fais en fait une espèce de crossover, c'est que les 2 jeux sont du même auteur, les 2 jeux empruntent la même mécanique, mais de façon différente. Les 2 jeux sont Modern Art 1992 et High Society de 1995. High Society, en fait, c'est un jeu que j'ai découvert dernièrement. En fait, j'y avais pas joué. Les 2 ont eu les rééditions récemment. Oui, exactement. Moi, j'avais déjà joué à Modern Art, mais High Society, c'en est un que j'ai découvert, en fait, parce qu'il y avait comme justement tombé dans les oublis. Et la raison pour laquelle je les mets les 2 ensemble, c'est que je suis pas capable de déterminer lequel je préfère le plus. Il y en a un qui est super facile à sortir, High Society. En 2 jeux, tu sors le jeu, that's all, c'est fait, 20 minutes, pif paf pouf. Tu peux montrer ça à plein d'autres, des gens qui connaissent pas nécessairement le jeu de société. Et d'un autre côté, tu as Modern Art qui est un peu plus mettons, je dis complexe, mais encore là, complexe est un bien grand mot pour ce que c'est, parce que Modern Art reste un jeu d'enchères très très simple quand même. C'est juste que la différence, c'est qu'il dure 45 minutes, 1 heure, et il y a 4 différentes enchères dans Modern Art, alors que dans High Society, t'en as comme 2, mettons. Mais grosso modo, les 2 restent des jeux d'enchères qui sont super intéressants parce qu'ils sont épurés à leur plus simple forme. Et l'auteur, Reinhard Knizia, est un excellent auteur en fait pour être capable d'utiliser une mécanique, de la transformer
transformer juste un petit peu pour qu'elle devienne super pure et de juste rajouter 1 ou 2 détails pour permettre en fait d'avoir une saveur particulière dans son jeu. Et dans Modern Art, en fait, la saveur particulière, c'est le fait que tu as 4 différentes enchères, c'est-à-dire une enchère en fait qui est comme un peu un encan, une enchère en fait qui est un à la suite de l'autre, et donc on fait un tour de table, personne qui dit le plus haut chiffre va l'emporter. Tu as aussi une enchère en fait qui est cachée, donc on va révéler. Finalement, l'autre enchère est plus, je vais caler un montant. Ok, fait que le but c'était d'essayer toutes les sortes d'enchères dans le même jeu. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est super intéressant parce que justement, puis c'est aussi la mécanique en fait des présentations des œuvres dans différentes galeries d'art. Je vais avoir en fait il va y avoir un certain nombre d'artistes qui vont avoir leur peinture exposée. Puis à un moment donné, quand on a 5 peintures du même artiste, on arrête le round et là après ça on calcule notre argent qu'on récolte selon les artistes qu'on a devant soi. Alors que dans High Society en fait il y a une enchère régulière, c'est-à-dire on y va à tour de rôle. Exactement. Et finalement, tu as une autre enchère qui est comme une enchère inversée où est-ce qu'on investit pour ne pas avoir de carte devant soi. Donc le premier joueur qui passe récupère son argent qu'il a mis en enchère, récupère la carte négative, mais les autres joueurs vont payer en fait le montant qui était Pas prêt. vouloir avoir le pénalité. Exactement, tu sais. Puis les deux jeux vont, tu sais, moi j'ai les deux jeux dans ma collection et j'ai pas de questionnement par rapport à lequel je devrais sortir parce que les deux ont vraiment leur raison d'être selon moi. Modern Art peut vraiment bien se montrer en fait à des gens qui jouent pas nécessairement qui jouent pas nécessairement souvent, des gens qui ont joué à Catan, aux Aventures du Rêve, sur la présente Modern Art, ça passe super bien. High Society, comme j'ai dit, ça se passe vraiment bien en 2 jeux, ou juste encore une fois, on veut pas trop se casser la tête, on est rendu en fin de soirée, on se fait une petite game de ça. Superbe jeu les deux. Alors, mes numéro 9, Modern Art et High Society de Rainer Knizia. On est maintenant rendu au numéro 8 et pour moi personnellement, mon numéro 8 c'est Race for the Galaxy qui est sorti en 2007. Un jeu épatant. Je pensais, au départ quand j'avais vu la boîte les premiers temps, je pensais que ça allait être un jeu épique, super large, puis là ça allait prendre des heures. Partout c'est un jeu qui dure environ 25-30 minutes et c'est super rapide comme partie. C'est un tableau building où est-ce qu'on va acheter des cartes et ça utilise la mécanique de Puerto Rico. Justement. On a parlé tantôt des actions. Exactement. Donc, on a en fait 5 différentes actions que les joueurs vont sélectionner de leurs mains. Et quand on active en fait une des différentes actions, tout le monde peut la faire. Tout le monde va faire une action générique, mais moi, puisque j'ai activé cette action-là, je fais un bonus. Et les actions qui n'ont pas été activées pendant ce tour-ci, on peut juste pas les faire. Exactement, c'est ça. Et ce qui est vraiment le plus intéressant dans le jeu, selon moi, c'est que lorsque je veux payer pour une carte pour l'installer devant moi, eh bien, je dois payer des cartes de ma main. Donc, je suis toujours en train de... Comme dans San Juan. Exactement. Donc, je suis toujours ça ressemble en train... pas mal. Ouais, vraiment. Ce qui est le fun, en fait, c'est vraiment qu'il faut que je sélectionne les cartes que je veux garder en main. Puis c'est quelle carte qu'il va me rapporter des points en fin de partie versus c'est laquelle que présentement je viens de piger puis je suis comme ok, ben celle-là, elle va peut-être être un plan à moyen terme ou à court terme que je veux faire immédiatement. Il y a eu plusieurs extensions qui amenaient le jeu dans différentes avenues. Tu as aussi en fait une réimplémentation qui est le Roll for the Galaxy. J'ai juste joué à celui-là, la version D, vraiment très cool aussi. Avec la même mécanique d'action aussi qui est conservée, sauf qu'on a une espèce de système de dice building pour on a un petit cup avec des dés dedans, on va en piocher un certain nombre pour pouvoir jouer, pour pouvoir activer les différentes actions. On va essayer de se construire un tableau avec des tuiles aussi qui nous permettent, qui sont des galaxies ou des planètes. Puis on va pouvoir aller générer des ressources aussi qu'on peut essayer de revendre puis générer comme ça. S'acheter des nouveaux dés aussi quand on construit des tuiles. Il y en a qui nous génèrent des nouveaux dés qu'on peut mettre dans notre pool de dés qui vont éventuellement revenir. Donc très cool. Ouais, c'est ça. Puis il y avait beaucoup de gens en fait. Moi j'avais déjà entendu parler, une personne que je connais m'avait dit, il avait comparé en fait Terraforming Mars et Race for the Galaxy en m'indiquant que bon, c'est pas un grand fan de Terraforming Mars. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'aiment passionnément. Ce jeu-là. Mais lui avait dit, tant qu'à sortir Terraforming Mars, je vais sortir Race for the Galaxy. Au début, je comprenais pas, et quand j'ai joué à Race for the Galaxy, j'ai compris en fait qu'est-ce qu'il veut dire, parce que Race for the Galaxy, c'est une course
On veut être le premier en fait à finir ou à aller récolter les points. On veut finir notre tableau le plus rapidement possible. On va aller récolter des points de différentes manières. Mais c'est un tableau building à sa plus simple forme. Puis grâce à certains combos de cartes, ça va nous permettre en fait de pouvoir avancer le plus vite dans le jeu. Donc le tableau building est un aspect très présent dans Race for the Galaxy et dans Terraforming Mars. Et tu as un feeling d'un jeu très intense condensé en 20-25 minutes dans Race for the Galaxy. Et c'est pourquoi c'est mon numéro 8. Moi, mon numéro 8, c'est probablement un des jeux qui a fait le plus d'argent depuis sa sortie. Donc un jeu très lucratif parce qu'ils sortent des séries à chaque année depuis les 25 dernières années. Donc c'est Magic the Gathering. Ah oui, Magic. Donc Magic qui pour moi est un grand classique. J'ai été un joueur de Magic, on va dire de 95 à 98. Ouh. Donc en fait non, de 94 à 98 à peu près. Donc je suis commencé comme un an avant que les premières séries sortent. Ok. J'ai pas pu avoir les super Black Lotus et Mox Gem, etc. Mais j'ai quand même des super vieilles cartes. Donc j'ai joué à ça à la fin de mon primaire, début de mon secondaire. J'ai même fait des tournois quand j'avais comme 12-13 ans où j'ai battu des adultes pour gagner des tournois à 12 ans. Donc vraiment un super jeu de cartes à 2 joueurs où on va chacun se construire un deck avant la partie et après ça on va jouer la partie avec les decks qu'on a construits. On va avoir des cartes de mana qu'on peut placer sur la table qui nous donnent de l'énergie d'une certaine couleur pour pouvoir amener nos cartes sur la table qui sont des créatures ou des sortilèges qu'on va lancer, des enchantements qu'on va mettre à nos créatures ou créatures adverses pour les rendre moins fortes, etc. Donc un beau jeu de confrontation, c'est un jeu qui est encore très présent aujourd'hui. Beaucoup de tournois de Magic, les tournois mondiaux, c'est assez hallucinant les prix qui sont à gagner. Donc il y a des gens qui vivent leur vie en jouant à Magic, en participant à des tournois, en gagnant des prix. Oh, ouais. Donc c'est rendu vraiment big comme jeu. Mais ça fait vivre des boutiques aussi. Là. De voir un jeu de cartes qui a perduré aussi longtemps dans le temps, c'est hallucinant. Ah oui. Puis quand j'étais jeune, on jouait à Magic, puis on jouait aussi à Donjon Dragon. Ok. Tu sais, Donjon Dragon, c'était comme la grosse affaire pour nous autres. On aimait ça jouer. Puis tu sais, des fois, entre 2 games, ou avant que la game commence, on se faisait une petite game de Magic. Puis tu sais, Magic, c'était tout le temps un petit à côté pour nous autres. Puis là, un jour, la compagnie qui faisait Magic, qui est Wizard of the Coast, a acheté la compagnie qui faisait Donjon TSR. Puis là, on était comme, les cartes Magic ont acheté Donjon. Pour nous autres, c'était tellement inconcevable que Donjon Dragon, c'est quelque chose de plus petit que Magic. Ouais. Mais c'est ça. Donc encore aujourd'hui, c'est un pilier du jeu de cartes Magic. Ah oui, tout à fait. Là. Donc le designer Richard Garfield s'est fait connaître quand même pour ça dans l'industrie. À chaque fois qu'il sort un board game, le monde sont comme Richard Garfield sort de quoi de nouveau. Donc mon numéro 8, Magic the Gathering. Mon numéro 7 est je pense qu'un jeu qui est devenu aussi un classique dans le jeu moderne. Un jeu qui date de l'an 2000, donc c'est le jeu Carcassonne. Donc Carcassonne, un jeu de placement de tuiles. On va essayer de faire des espèces de petites villes, des petits châteaux. On va essayer de faire des routes aussi le plus longues possible pour faire des points. On va essayer de faire des champs, créer le plus de villes possible. Ça, c'est le jeu de base. Il y a eu, je pense, 11-12 extensions à peu près. Avec les années, il y en a eu un peu un autre. Il y a eu des spin-offs de Carcassonne. Donc il y en a eu à toutes les sauces des Carcassonne. Carcassonne Star Wars. Carcassonne Star Wars, il est vraiment laid par exemple. Donc pour moi, ça a été un de mes premiers jeux que j'ai vraiment trippé. Que je jouais à Carcassonne, puis quand je venais de finir une partie, j'avais le goût de rejouer. Donc c'était un des premiers jeux quand j'ai commencé qui m'a donné ce feeling-là, puis ce goût-là de rejouer plusieurs parties du même jeu. J'ai vraiment accroché. Même si c'est un jeu que je sors plus vraiment souvent, c'est un jeu que j'ai encore dans ma collection quelque part. Vous voyez là-bas dans le fond. Donc il est encore là. C'est encore un jeu que ça me dérangerait pas de rejouer. C'est vraiment un jeu léger, relax. Tu sais, on pourrait jouer avec des enfants. C'est vraiment la version de base est vraiment simple. Puis si on veut complexifier le tout, on se rajoute 2-3 extensions là-dedans. Puis ça devient quand même un jeu intéressant avec un peu plus de stratégie. La seule affaire qui était un peu plate dans Carcassonne, c'est que tu piochais une tuile dans le sac, puis il fallait ta place. Fait que, des fois, c'est comme, je pige cette tuile-là, je peux pas vraiment la placer à une place qui est bonne pour moi. Fait que, tu sais, je la place un peu n'importe où. Donc, la variante populaire que le monde font, c'est qu'on pioche soit 2 ou 3 tuiles, t'en choisis une,
puis ta place. Fait que ça te donne un peu plus de pouvoir sur la décision que tu vas faire. Tu vas choisir une tuile qui va t'avantager un peu plus. Fait que c'est une petite variante qui est facile à intégrer puis qui rajoute un peu plus de profondeur à un jeu très très cool. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on peut le sortir, c'est prend 20 minutes une partie, alors qu'avant, c'était comme quand même un jeu. Là, on avait une bonne pièce de viande là, de ce que je me souviens. Là, c'était un gros jeu quand même. Là. Ça se peut-tu? Moi, c'est sûr qu'à l'époque, quand c'est sorti en 2000, c'est sûr que des jeux comme ça, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Ouais. Fait que ça a fait un gros buzz à sa sortie, évidemment, là, quand il est arrivé sur le marché. Ouais, mais c'est étonnant de voir en fait l'évolution du jeu, à quel point que justement aujourd'hui c'est un jeu qui est très accessible, très simple, puis pourtant super belle mécanique là-dedans. Là. C'est un des premiers d'ailleurs, je pense, qui utilise la mécanique de placement de tuiles. Ouais, en tout cas, c'est lui qui l'a popularisé, ouais, ça c'est clair. Donc, mon numéro 7, Carcassonne, et oui, je suis un fan de Carcassonne. Mon numéro 7, Galaxy Trucker de Vlaada Chvátil. Un jeu qui a aucun allure dans le sens où est-ce que c'est n'importe quoi et en même temps il y a de quoi de très stratégique, très tactique. J'ai pas encore vu des jeux qui présentent qu'est-ce que Galaxy Trucker nous propose sur une table. Grosso modo, Galaxy Trucker, on est des truckers intergalactiques qu'on va prendre notre vaisseau truck et on va faire des livraisons. Exactement, on va faire des livraisons dans le grand espace. Et c'est super simple en fait, c'est un jeu en temps réel. Il y a deux parties en fait dans un round. La première partie, c'est tu fais ton vaisseau. Donc, on va commencer à aller tous d'ensemble dans une espèce de pile de tuiles. On va piger le plus rapidement possible différentes parties de notre vaisseau. On va les installer sur notre plateau selon la configuration de celui-ci. Et on veut aller chercher, par exemple, des guns pour tuer des méchants pirates. Des méchants bandits intergalactiques. Exactement. On veut mettre aussi des shields pour se protéger des coups de fusil des méchants bandits, mais aussi des astéroïdes. On veut mettre des espèces de trucs de livraison. Bref, il y a vraiment différentes choses qu'on peut placer dans notre vaisseau pour s'assurer qu'il s'en aille bien. Sauf que le jeu est vraiment structuré pour que ton vaisseau mange une claque, peu importe qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui est drôle dans le jeu, c'est de voir en fait ton vaisseau juste commencer à se péter en mille et un morceaux, puis tu fais comme, ben, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que je vais faire, ça n'a pas de bon sens, comment je vais faire. Et je trouve que c'est vraiment drôle parce que tu as vraiment un feeling unique que tu n'as pas dans les autres jeux. Ça frustre des gens, je comprends pas pourquoi ça frustre des gens en fait, cette structure-là de jeu. Perdre ses affaires. Ouais, je comprends pas pourquoi, parce que pourtant, on dirait que le jeu est comme très clair à la base que ça va mal aller. Tu sais, ta run de truck, elle va mal aller en tabarnouche, puis tu sais, j'ai de la misère, mais en même temps, je peux comprendre que pour certaines personnes, de se faire ramasser comme ça, c'est frustrant. Et puis c'est comme un take that, mais qui vient du jeu. Ouais, c'est ça. Pas un take that d'un autre joueur. On dirait qu'on le prend mieux quand c'est un autre joueur qui nous attaque. Ouais, c'est ça. Mais quand c'est le jeu qui nous attaque, c'est comme, hey là, come on. Ouais, c'est ça, tu sais, mais d'un autre côté, en fait, quand t'embarques dans cette optique-là, que tu fais comme, ok, ben regarde, mon vaisseau, il va se faire péter de bout en train, puis c'est pas grave, puis regarde, c'est un jeu juste pour avoir du fun, on dirait que t'embarques plus facilement, puis surtout, c'est un jeu qui est... Moi, j'ai pas vu encore des jeux reprendre ces deux mécaniques-là, premièrement, la mécanique du temps réel, du placement de tuiles, mais aussi, bon, dans le fond, du pick-up and delivery, il y a vraiment un mix assez unique en son genre là-dedans. Good job, monsieur Vlaada Chvátil. Numéro 6, qui est un jeu qui a subi plusieurs rééditions. Sa première édition date de 1977 et je parle de Cosmic Encounter, rencontre cosmique. Ah, que ce jeu-là est fun! C'est tellement... négociation, discussion autour de la table. Moi, ce que je trouve génial, c'est le fait que tu as plusieurs joueurs qui peuvent gagner en même temps. On peut décider de s'allier les 3-4 ensemble, puis juste dire, OK, ben au pire, lui, il va perdre, c'est pas grave, nous autres, on gagne. C'est ça, tu sais. Puis là, après ça, prochaine partie, lui, il se venge sur les 4 autres, puis il gagne tout seul. Les pouvoirs de race aussi, des fois, tu fais comme, ah, c'est n'importe quoi. Brise le jeu, c'est ça. Ah, ouais, tu sais, le petit chat qui fait que si tu perds un combat, tu gagnes, puis si tu gagnes un combat, tu perds. Il y en a un autre que c'est, dans le fond, au lieu de faire le combat régulièrement, tu as un petit jeton que tu vas prendre, tu le mets en dessous de la table, puis là, le joueur va choisir une des deux mains. Tu as 50% de chance de gagner. C'est ça, exactement.
name it, là. T'as vraiment des affaires weird dans ce jeu-là. Pas un truc que tu pouvais tricher, genre? Oui, t'as une carte en fait que tu piges, puis tu triches. Il dit littéralement, tu triches autant que tu veux, tant que tu sais pas pogner, c'est correct. Et là, t'es comme, ok, tu sais. Puis là, tu pognes des cartes, tu sais, puis là, tu fais tes affaires. Le monde s'en... tu triches! C'est ça, tu sais. Puis là, quand tu triches, tu fais comme, ben, regarde, la carte me disait de tricher, tu sais. Là, on sait pas jusqu'à quel point que j'ai triché, tu sais. Fait que pour moi, ce jeu-là, à chaque fois que je joue à ça, je me dis dans ma tête, c'est bien n'importe quoi, mais en même temps, c'est donc bien le fun, c'est donc bien épique, c'est donc bien drôle. Tout le temps, j'ai tout le temps du fun à jouer à ce jeu-là. Même si je perds, c'est toujours mémorable. Donc, J'ai jamais joué à Smith Encounter. C'est tous des jeux que j'ai jamais joué. Mais c'est drôle les discussions qui peuvent avoir, qui va avoir autour de la table. Bref, vraiment, vraiment le fun. Ouais, pour qu'un jeu ait eu aussi autant d'éditions dans le temps, ouais. C'est un jeu qui est encore beaucoup joué aujourd'hui, là, qui se vend encore aujourd'hui. Tout à fait. Puis là, dernièrement, en fait, FFG a refait une espèce de... Ils ont fait une réimpression du nouveau jeu avec une nouvelle... je pense que c'est plus un nouveau artwork davantage que changer les règles ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment le fun comme jeu. Superbe. Et pour moi, il passe encore comment je pourrais dire? Il passe encore à travers les époques, ce jeu-là, parce que il offre de quoi de simple, mais en même temps très très cool. Mon numéro 6, Cosmic Encounter. Mon numéro 6, c'est un autre jeu qui date de l'an 2000, un petit jeu de cartes de Bruno Feduti. Qui s'appelle Citadel. Donc Citadel, un jeu où on va, à chaque ronde de jeu, on va choisir un personnage. On fait une espèce de draft de personnages. Donc je vais choisir un personnage, je passe la main aux autres joueurs, puis tout le monde se choisit un personnage. Et ensuite, on va appeler les personnages selon l'ordre numérique qui est écrit sur les cartes. Donc l'assassin va jouer en premier, puis là l'assassin, lui, si un joueur l'a pris, il va révéler sa carte. Ben, c'est moi l'assassin, puis là je vais tuer un autre joueur. Ben, je vais tuer le roi, tiens donc, classique. Donc il va déclarer qu'il tue le roi, il va viser un autre personnage. On sait pas qui a pris le roi, mais il va viser ce personnage-là. Ensuite, le voleur va être appelé, lui il va faire la même chose, il va aller voler un autre joueur qui est pas encore appelé, qui est peut-être même pas dans le jeu présentement, mais il va tenter sa chance quand même avec les informations qu'il connaît. Après ça, bon, on va passer les rôles un après l'autre. Les rôles, il y en a qui vont nous donner des petits pouvoirs, il y en a qui vont nous permettre de faire un peu plus d'argent avec certains bâtiments qu'on a construits devant nous. Le but du jeu va être de construire justement un certain nombre de bâtiments, de faire le plus de points possible avec ce qu'on construit dans notre tableau, dans notre ville. Certains bâtiments vont nous donner des pouvoirs. Puis la partie vraiment cool du jeu, c'est le fait que nos rôles changent à chaque ronde de jeu. Fait que tu sais, on va pas toujours prendre le même rôle parce qu'évidemment, là, je vais me faire tuer ou je vais me faire voler par le voleur. Fait que j'essaie de choisir un rôle qui va être bon pour moi à ce tour-là, mais qui sera pas trop prévisible pour que je me fasse attaquer. Donc la dynamique du rôle caché qui change tout le temps, c'est vraiment cool dans ce jeu-là. C'est pas quelque chose qui a été tant repris non plus. Non. Généralement, t'as ton rôle pour la partie au complet puis ça change pas, mais dans lui, c'est vraiment une dynamique particulière. Puis j'ai tellement joué à ce jeu-là, qui a d'ailleurs été réédité une deuxième fois et une troisième fois tout récemment. Ils ont fait une boîte. Je pense que c'est le 15e anniversaire qui est sorti en 2015. Donc un gros package avec les extensions, plusieurs rôles aussi qu'on peut changer avec les rôles de base. Donc Citadel, ça reste un jeu de party qui est très cool. Ouais. Puis surtout, ce qui est le fun en fait, c'est tout le temps, c'est les décisions, puis le fait aussi que tu reçois les cartes, puis des fois tu peux te dire comme, ok Oui, l'aspect bluff là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis comme, je vais prendre ce rôle-là parce qu'ils s'attendent vraiment pas à ce que je prenne lui, ils s'attendent à ce que je prenne le marchand encore, puis non, c'est vraiment cool la réflexion qui est derrière ce petit jeu-là. Ouais, c'est ça. Fait que non, pour vrai, d'ailleurs le jeu Greedy Kingdom me fait penser un petit peu à ça, là, que tu m'as fait essayer d'ailleurs. Greedy Kingdom qui est il y a une citadelle en lui. Ouais, c'est ça, tu sais, qui est un jeu en fait de Bruno Feduti et d'un auteur japonais. Donc voilà, AEG, vous irez voir, super cool, on a joué ensemble, vraiment une belle petite surprise du Gen Con. Greedy Kingdom, mais Citadel pour moi aussi c'est un beau classique que j'avais pas pensé d'ailleurs. Donc c'est mon numéro 6, Citadel. Mon numéro 5, c'est un jeu coopératif qui, étrangement, on vient d'annoncer sa troisième édition, je pense, tout dernièrement. Donc c'est Arkham Horror. Oh, ok. Donc Arkham Horror, un jeu dans l'univers de Lovecraft, donc un univers d'horreur, un univers moderne aussi. Donc on va jouer des investigateurs, on va essayer
de survivre avant que le grand ancien se réveille. On va essayer de fermer des portails qui s'ouvrent dans la ville, puis il y a des monstres qui sortent des portails. On va devoir les affronter, se trouver des cartes d'équipement pour justement pour affronter les différents monstres sans devenir fou. Pour fermer les portails, il faut qu'on entre dedans, aller visiter d'autres dimensions maléfiques, qu'on essaie de ressortir, d'avoir l'information nécessaire pour les fermer. Pour pouvoir gagner. Donc un jeu coop assez classique, qui a un peu mis le chemin aussi pour les autres jeux coop de ce style-là, avec des personnages, des combats, des trucs comme ça. Donc Arkham Horror, je pense que même si c'est un jeu qui avait quand même beaucoup de règlements, un jeu que, bon, ils ont sorti une espèce de spin-off à un moment donné, Eldritch Horror. Ouais. Fait qu'on pensait qu'elle allait abandonner un peu la licence Arkham Horror, mais finalement, tour de chapeau, ils ont annoncé la 3e édition d'Arkham Horror à Gen Con tout récemment. Donc, un jeu qui est encore aujourd'hui très cool à jouer. LP qui a toutes les extensions qui ont été faites à jamais d'Arkham Horror. Fait que quand on s'installe avec lui pour jouer, là, ça prend littéralement 2 tables. Sortir toutes les affaires, les paquets de cartes, les trucs, c'est hallucinant le matériel qu'il y a là-dedans, puis le temps de placement que ça a. Mais généralement, il aime ça, faire ça, puis il le fait avant qu'on arrive. Fait que là, on arrive, on voit tout ça d'installer, c'est comme ok, ouais, ça va être une game intense, puis non, c'est toujours très cool les expériences de jeu qu'on a avec Arkham Horror. Même aujourd'hui, je pense qu'il a réussi à traverser les épreuves du temps. Mais j'ai pas encore joué moi en fait, mais de ce que j'ai entendu, c'est quand même un jeu qui est très très long de base. Ouais, ça va être au moins un bon 3 heures. Puis je sais que la thématique est bien rendue, beaucoup de lancers de dés par exemple, mais c'est très immersif là, de... Ouais. Non, puis c'est ça, t'as tout le temps l'espèce de facteur madness des univers de Cthulhu qui est présente aussi. Donc on a deux ressources de points de vie. T'as les points de vie normales, t'as tes points de folie. Fait que si tu perds dans un des deux au complet, ben là tu te ramasses soit à l'hôpital ou l'hôpital psychiatrique. Faut que tu te soignes pour pouvoir revenir en jeu puis ensuite aller continuer à combattre. C'est un jeu qui est très coopératif parce que bon, on peut aller acheter des trucs, on peut les donner à quelqu'un pour combattre avec. Donc il faut essayer de se spécialiser dans certains aspects du jeu. Donc si toi t'es bon pour aller visiter les autres dimensions, ben vas-y là-dedans. Moi je vais m'occuper plus des monstres en ville, de m'assurer que t'as le chemin libre. Puis là, lui, il va un autre qui va s'occuper à faire des ressources, faire de l'argent, aller magasiner, acheter des nouvelles armes. Fait qu'il y a moyen de se spécialiser puis d'avoir une belle entraide à l'intérieur de l'équipe. Donc Arkham Horror, un grand classique du jeu coop, qui est mon numéro 5. Alors, mon numéro 5, c'est Colosseum. Colosseum, qui est oui, on a en fait 2 éditions qui ont été faites. On a celle-là, qui était la première, de notre ami Wolfgang Kramer, qui est c'est un génie, en fait, du board game, qui a fait plusieurs jeux, d'ailleurs, qui ont été réédités dernièrement, qui sont des vieux jeux. On parle de Downforce. Qui est très cool, Downforce. Ouais, c'est ça, Downforce. On parle plusieurs autres jeux. Mais Colosseum, aussi une réimplémentation, juste au niveau comme une fonte, je pense que c'est une fonte plus artistique, davantage que mécanique avec TMG. Colosseum, en fait, on est des propriétaires d'une arène à Rome et notre but, c'est de présenter le plus grand des spectacles jamais faits dans toute la Rome. Au Colisée de Rome. Exactement. Et le jeu a une espèce de mash-up de plusieurs mécaniques et je pense que c'est là en fait c'est sa force. C'est sa force, c'est ça. Puis sont faites de façon... Il y a vraiment une belle chimie, une belle symbiose entre toutes ces mécaniques-là. La mécanique, tout d'abord, d'enchères, où est-ce que on va avoir des enchères autour de la table pour un certain lot. Déjà là, il y a une belle petite twist avec, je pourrais mettre en enchère un certain type qu'un joueur veut. Donc là, les joueurs... Après, je peux négocier avec lui pour y revendre les éléments qu'il a besoin, puis on a un aspect de négociation. Exactement. On a aussi un aspect, en fait, de préparation à long terme, de gestion de ressources, parce que dans le fond, ce qu'on met en enchère, ce sont différents personnages, des objets. Des gladiateurs, des fauves pour mettre dans notre spectacle. Exactement. Puis ensuite de ça, on a notre petite feuille personnelle où est-ce que, on est capable d'installer, en fait, de planifier à long terme un spectacle qu'on veut faire. Pour avoir ce spectacle-là, il faut qu'on paye pour obtenir ce spectacle. En tout cas, il y a comme vraiment beaucoup de choses, mais je pense que ce qui le rend particulier à mes yeux, c'est le fait que
la mécanique en fait de score est unique. Est vraiment, vraiment fun. En fait, comment est-ce qu'on va scorer des points? On score pas des points un tour après l'autre. C'est vraiment juste, on va prendre le plus haut score que tu as fait jusqu'à présent. Et ça va être en fait une espèce de ligne à battre. Dans le fond, si j'ai fait 85 points, ben mon jeton va rester à 85 points tant aussi longtemps que j'ai pas battu. Si le tour d'après, tu fais un spectacle qui vaut 75, ben, tu restes à 85, tu scores pas de points. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ton meilleur spectacle qui est ton score, qui est le clou de ta carrière. Ouais, exactement. Puis sérieusement, ce jeu-là, je le sors encore aujourd'hui, j'ai jamais de problème. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de ressortir tout le temps. J'ai envie de rejouer à ce jeu-là. C'est quelque chose que je trouve qui est facile à sortir, facile à monter. On dirait que c'est un jeu qui a été édité cette année. Tu sais, c'est comme. Oui. C'est d'actualité encore. Tout le mash-up de mécanique à l'intérieur, c'est vraiment hot. Oui, vraiment. Puis sérieusement, c'est un plus-value dans une bibliothèque parce que il est du niveau, il est un peu plus gamer que Catan, mais il est juste à la limite d'être comme au même niveau de compréhension. C'est pas super compliqué comme jeu là. C'est vraiment juste de la planification à long terme. Collection d'ensemble, faut ramasser les bons objets selon le spectacle qu'on a acheté. Puis après, je peux acheter un autre spectacle justement plus gros, avec un peu les mêmes éléments pour que ce soit plus facile à refaire. Ouais, c'est ça. Augmenter la grosseur de mon colisée pour accueillir davantage des personnages. L'empereur. Il y a des personnages qui se promènent autour du plateau. Parce qu'on va avoir une phase où on va lancer des dés, on va bouger les personnages. Ouais. Si le personnage finit dans notre arène, ça va nous donner des bonus à notre prochain spectacle. Ouais. Vraiment, là, ce jeu-là, et comme tu as dit, est encore d'actualité. Puis j'aime tous les aspects de ce jeu-là. L'aspect enchère, négociation, name it. Ça amène vraiment les joueurs à vouloir s'intéresser davantage aux jeux de société en général. C'est fou, tu sais. On se dit, OK, c'est ça le jeu de société moderne, tu sais. Puis il y a d'interaction, il y a tout. Ouais, vraiment, là, un beau package deal Colosseum. Numéro 4 a été réimplémenté cette année par M. Coddington et c'est Brass. Oh. Brass, j'avais déjà joué à plusieurs reprises à Brass avant même qu'on ait une réimplémentation. Quand j'ai vu la nouvelle refonte, je me suis dit, ah ta boy, qu'il y a donc bien des jeux qui auraient besoin d'une refonte comme ça pour refaire surface et montrer que les vieux jeux comme ça ont encore leur place. Puis c'est vraiment une refonte plus esthétique ou ils ont pas changé le fonctionnement du jeu? Non, pas vraiment. Par mémoire immédiatement, je ne vois pas nécessairement des changements immédiats qu'ils ont fait. Les changements qu'ils ont fait, ils se retrouvent davantage en Brass Birmingham, qui est comme l'autre. Le spin-off, là. Le spin-off, exactement. Moi, je dirais, mon cœur est encore avec Lancashire. OK. Mais puis ça, en fait, là, la nouvelle édition de Brass, ça démontre à quel point, il y a 10 ans, l'esthétique, c'était pas tant important dans le jeu. Non, c'est ça. Un jeu comme Carcassonne, tu le regardes. Oh, ouais. Tu sais, oui, tu fais des beaux petits châteaux, mais tu sais, ça tape pas l'œil. Là. C'est non, comme, OK, pas, le visuel est correct, mais tu sais, c'est pas ça qui t'attire sur la boîte de jeu. Tandis qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ben, souvent l'esthétique, c'est ça qui va accrocher le monde à regarder ton jeu, plus que le fonctionnement et les mécaniques qui sont à l'intérieur du jeu. Fait que c'est vraiment un changement de philosophie. Puis je pense que l'émergence des jeux sur Kickstarter aussi a emmené ça à se fier plus sur l'esthétique que le fonctionnement du jeu. Puis des fois, ça devient un piège des fois. Ah oui, tout à fait. Faire attention. Oh, oui. Mais je pense en fait c'est parti au départ avec Dixit. Dixit, en fait, ça a été la première fois qu'un auteur de jeu qui gagnait le Spiel de CRS invitait son artiste à venir sur scène avec lui. Ça a été un peu un espèce de point marquant où est-ce que Dixit était fabuleux. C'est un jeu qui mise beaucoup sur l'artistique. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ensuite est venu, je pense pas mal, ce qui a fait il a été le point culminant de ça, ça a été vraiment Zombicide avec Omni Not, qui ont amené en fait le niveau justement des figurines puis de ça. Pis le tas de figurines. C'est ça, exactement. T'sais, on avait War of the Ring qui avait comme beaucoup de figurines, mais c'était pas autant de qualité, mettons, que Zombicide. Ou en quantité, surtout. Ouais, c'est ça. Puis Zombicide, en fait, a vraiment amené une espèce d'esthétique, comme, mettons, au niveau des miniatures, des composantes, qu'on avait déjà dans des Warhammer de ce monde, puis toutes les Games Workshop. Mais là, on l'a instauré dans le jeu de société et c'est là qu'on a amené ça. Puis Brass, en fait partie d'un de ces jeux-là qui, je suis tellement heureux qu'on se soit assis sur ce jeu-là, qu'on ait fait, OK, ben regarde, on refait ce jeu-là parce que ce jeu-là mérite d'être présent sur la scène.
sérieusement, c'est un des jeux les plus fabuleux que j'ai joué pour plusieurs raisons. Plusieurs vont préférer justement, comme j'ai dit, Birmingham. Moi, mon cœur est encore avec Lancashire. Numéro 4, Lancashire Brass. Mon numéro 4, c'est notre premier crossover. Wow! Donc, c'est un jeu dans l'époque romaine, donc c'est Colosseum. Donc, Colosseum, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, et ce que je tiens à dire, c'est que pour un jeu euro de cette époque-là, je trouve que la thématique est vraiment forte. Ah oui, vraiment. Puis on la ressent vraiment, bon, par les mécaniques du jeu, justement. Ok, là, faut que je fasse un spectacle, faut que j'aille acheter des trucs au marché, faut que j'aille acheter. Ah, ben là, faut que je négocie avec lui pour pouvoir acheter ce que j'ai besoin pour mon spectacle. Tu sais, que ça fit vraiment à l'intérieur du jeu, fait que ça ajoute à l'immersion qu'on a quand on joue. Puis c'est un jeu, c'est un Days of Wonder, la première édition, puis c'est celle qu'on a, puis le matériel à l'intérieur du jeu, c'est wow! Ouais. On a un insert pour tout bien rangé comme il faut, c'est vraiment une super production. C'est sûr que cette édition-là est dure à trouver aujourd'hui parce qu'il est out of print. L'édition TMJ qui a quand même l'air bien, mais le visuel, ils sont allés dans une autre direction carrément. Je trouve ça un petit peu moins beau, mais évidemment, ça fait que le jeu est un peu plus disponible à cause de cette nouvelle édition-là. Je pense que vous allez avoir le même feeling à la jouer de toute façon si vous réussissez à mettre la main là-dessus. Ouais. Je sais pas pour toi, là, mais moi souvent je me garoche dans tu sais, quand je commence mon spectacle, là, mesdames et messieurs, puis je commence à... Ouais, c'est ça ajoute justement à l'immersion du jeu. Tu fais comme, ah là, je vous présente le spectacle. Puis là, tu donnes des noms à tes gladiateurs. Vraiment, là, tu sais, si t'as assez de gladiateurs dans ton spectacle, là, tu gagnes l'espèce de vedette de gladiateur. C'est comme... c'est Maximus. Ah ouais, Maximus est dans mon spectacle. Puis là, c'est ça. Tu racontes une histoire en jouant ça. Le lion légendaire, Monsieur Banane. Moi, je l'appelle comme ça. Monsieur Banane. Donc, ouais, vraiment un jeu très mémorable. Donc, mon numéro 4, Colosseum. Pour mon numéro 3, j'y vais avec le classique des jeux coop, Pandémie. Pandémie, voilà, c'est tout. Je pense pas que c'est un jeu qui a besoin de présentation aujourd'hui, donc c'est un jeu coopératif où on va avoir des maladies qui vont éclore un peu partout sur la carte du monde. Les maladies sont représentées par des cubes de 4 couleurs différentes. Il faut empêcher qu'il y ait trop de cubes à la même place pour pas que ça fasse une éclosion. Il faut essayer de trouver les remèdes des 4 virus pour pouvoir gagner. Pour trouver un remède, ça nous prend 5 cartes, la même couleur. Il faut qu'on fasse ça dans un centre de recherche. Et après, on découvre le remède. Quand on a découvert les 4 remèdes, on gagne la partie. Donc, Pandémie, un classique des classiques. Même si c'est un jeu qui a à peine 10 ans. Donc, on fête le 10e anniversaire cette année. On a d'ailleurs annoncé une édition 10e anniversaire dans une espèce de grosse mallette médicale avec une grosse croix rouge dessus. Ça a l'air vraiment cool. L'édition 10e anniversaire qui va coûter une centaine de dollars avec des super composantes vraiment cool. Je pense que ça fait quand même je suis quand même tenté de l'avoir. J'ai plus Pandémie dans ma collection parce qu'il a été remplacé par d'autres jeux coop un peu plus modernes, un peu plus peaufinés. Mais ça reste un classique, puis j'aurais pas de misère à le présenter à des nouvelles personnes, à leur référer ce jeu-là, parce que justement il est trouvable partout en boutique, même dans des endroits comme Renaud-Bré, qui ont pas nécessairement beaucoup une grosse sélection de jeux, ou dans les librairies, ils vont avoir Pandémie de toute façon. Donc c'est un jeu qui est un peu considéré comme du grand marché, si on veut, aujourd'hui. Donc vraiment un jeu accessible, un jeu coopératif très cool, un jeu qui a eu quand même beaucoup d'extensions. Oui. Des spin-offs. Oui. On a Pandémie Cthulhu. Oui, Pandémie Iberia. Iberia qui est le Pandémie vintage avec des chemins de fer. On a le Pandémie, la montée des eaux avec de l'eau. Lui, je ne l'ai pas essayé encore. Ouais, c'est ça. Puis finalement. Puis le summum Pandémie Legacy saison 1. Et saison 2. Puis Pandémie Legacy, c'est un autre niveau. Là, c'est vraiment des expériences de jeu hallucinantes. Fait que tu sais que Pandémie a donné naissance à tous ces autres jeux-là. Puis c'est une licence aujourd'hui qui est connue de tous les gamers. C'est étonnant, c'est encore étonnant qu'aujourd'hui, ce jeu-là soit tellement populaire qu'on fait des pandémies survival. Les tournois officiels. C'est ça, c'est un type de tournoi que les gens savent qu'est-ce qui s'en vient. On a tous les mêmes événements, mais pourtant, il faut faire les bonnes décisions, il faut se structurer. Mais c'est difficile au bout, là. Puis tu as des tournois là-dedans que tu peux gagner
énormément d'argent avec ça. Sérieusement, puis toutes les spin-offs sont intéressants. Là, ils ont toute une petite twist cool. Justement, le jeu de base, à un moment donné, tu joues, tu finis par te tanner un peu parce que, bon, ça revient à la même chose éventuellement. Puis là, tu vas, je vais aller essayer, je sais pas, Pandémie Cthulhu ou Pandémie Iberia. Puis là, tu es comme, ok, il y a une belle twist. Ça rafraîchit un peu le jeu, puis ça te donne le goût de rejouer à ces spin-offs-là. Puis surtout, en fait, moi, ce que j'aime, en fait, de Pandémie, habituellement, je suis pas un grand fan de co-op, parce que je trouve que souvent, on va avoir l'effet du joueur alpha. Dans Pandémie, tu peux l'avoir, mais en même temps, c'est difficile, en fait, si tu veux bien jouer à Pandémie, qu'il y ait un joueur qui décide de tout, parce que, à cause du hasard, le fait que, bon, les cartes événements, on sait pas trop dans quel ordre ils vont revenir. Fait que le hasard, la portion hasard est vraiment bien structurée pour éviter, parce que tu sais que c'est les dernières cartes qui vont revenir, mais tu sais pas dans quel ordre. C'est ça. Là, tu peux faire des prévisions, mais tu sais, cette carte-là a autant de chances de sortir que celle-là. C'est ça. Tu peux pas dire que si je fais ce move-là, c'est moins bon que les faire lui. Non, c'est ça, parce qu'au final... les deux ont la même chance de sortir. Ouais, c'est ça. Puis les pouvoirs spéciaux des différents personnages, il y a des belles combinaisons aussi. Bref, oui, vraiment un superbe jeu. Là. Donc, mon numéro 3, Pandémie. Alors, mon numéro 3... Twilight Struggle. Twilight Struggle, qui est un jeu en fait qui est immersif, simulation un peu de la guerre froide. En fait, un joueur va jouer le rôle des Russes et l'autre joueur va jouer le rôle des Américains. Les Américains. L'ont-tu l'affaire, les Américains? Et en fait, au départ, les Russes sont hyper puissants, alors que les Américains, écoute, ils sont très très petits dans leur culotte. Hein? Ils ont la ceinture bien serrée. Puis essaie de survivre parce que c'est un souk à corde le jeu. En fait, on va avoir une ligne de points et dans le fond, les Russes vont scorer des points. Quand les Américains scorent des points, les Russes perdent des points. Et en fait, dès qu'un des deux parties arrive à 20 points, dans le fond, le joueur a gagné. Ceci étant dit, si on arrive après 10 rounds, eh bien, après le 10e round, on regarde de quel côté est le marqueur, en fait, et ce joueur-là va gagner. Mais la twist qui est très intéressante, c'est qu'on a un deck de cartes qui est commun. Les joueurs vont piger en fait de ce deck-là et on va jouer des cartes. Mais l'affaire, c'est que j'ai des cartes actions qui peuvent appartenir aux joueurs russes si je suis américain et vice-versa. Et quand je vais jouer une carte appartenant au parti adverse, eh bien le joueur va va faire l'action de la carte et moi je vais gagner en fait un certain nombre de points d'influence qui va me permettre soit de créer de l'influence dans un pays ou encore faire des espèces de coups d'état bref, il y a comme plusieurs petits twists. Super jeu. Quand j'ai joué la première fois, j'étais pas certain, j'étais comme ouais, ok, puis ça, puis après ça, le soir, je me suis couché, j'ai fait comme, mais là, je savais pas ça, puis là, je savais pas ça, puis 2 jours plus tard, je me suis remis à rejouer. C'est un jeu que j'ai envie de jouer encore et encore. Découvrir le jeu, parce que c'est difficile. C'est difficile comme jeu, il y a tellement de cartes. À un moment donné, tu apprends à connaître les cartes, à un moment donné, tu les sais, puis à un moment donné, tu comprends comment les jouer. Cette évolution-là est superbe selon moi. Donc voilà. C'est un jeu qui a été longtemps numéro 1 sur Board Game Geek aussi. Ouais. C'est un jeu qui a été hyper populaire aussi. Mm-hmm. Ouais, puis c'est un jeu en fait qui est encore dans le top 5 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'est un des premiers. En fait, c'est un peu un pionnier en fait avec la mécanique du deck commun. En fait, on retrouve ça souvent dans les wargaming d'aujourd'hui. En fait, ce principe-là. Puis vraiment, là, il y a plein de choses qui sont reliées à la thématique. Et pour moi, je trouve que GMT a vraiment réussi à rendre quelque chose de très pour le rendre en fait très thématique, superbe jeu. Voilà. Numéro 2 pour moi, War of the Ring. Tiens donc. Tiens donc, hein? Étonnant. War of the Ring, dans le fond, la première édition a été faite en 2004. Moi, j'ai joué 2 parties avec la première édition. Ensuite de ça, j'ai été m'acheter la deuxième qui était disponible. Je sais pas c'est quoi exactement les changements qu'ils ont fait. Probablement certains un rééquilibrage. On fait du petit peaufinage qu'on se rend pas tellement compte quand on joue. Mais la chose principale qui a été changée, évidemment, c'est que là, dans
dans la deuxième édition, le plateau est énorme. Les cartes sont de 16 tarots, en fait. Mais c'est un jeu qui est fabuleux, en fait, où est-ce qu'on a l'histoire du Seigneur des Anneaux sous une nouvelle manière. Ça va être notre manière, ça va être notre game qu'on va décider comment... C'est un univers parallèle. Peut-être que Boromir va survivre. C'est ça, exactement. Peut-être que Gandalf va mourir au gouffre d'Helm. Peut-être que le Balrog va pouvoir tuer Legolas, par exemple, au lieu de Gandalf. Il y a tellement de stock dans ce jeu-là. C'est toujours un jeu qui est assez fastidieux, je dirais, à installer parce qu'il faut vraiment placer en fait nos différentes unités à différents endroits sur le plateau. Mais une fois qu'on commence, après ça, le jeu s'enclenche, puis tu as vraiment le temps en fait de t'accoutumer aux règles, mais surtout tu as le temps de juste t'asseoir puis de profiter, de voir en fait l'espèce de landscape, de paysage qui est en train de se dessiner devant toi, puis de sentir la thématique du Seigneur des Anneaux. C'est imbibé, c'est vraiment, là, ça dégouline le thème là-dedans. C'est tellement le fun. Différentes manières, il y a 2 manières de gagner de chaque côté. Mais vraiment, là, tout est le fun, tout est bien fait. C'est Lord of the Rings de board game. Ah oui, littéralement. Puis, tu sais, vraiment, là, si vous cherchez un jeu à 2 joueurs, je pense que War of the Ring, c'est, tu sais, qu'on veut quelque chose un peu plus que genre Seven Wonders, Duel ou quelque chose d'épique, là. Ouais, vraiment, là, que les deux, vous allez les asseoir, vous allez faire aïe, c'était malade. War of the Ring, là, c'est vraiment un incontournable, selon moi, là. Puis aussi, d'ailleurs, on parlait tantôt des différentes compagnies qui ont mis de l'avant en fait l'esthétique d'un jeu. Je pense que War of the Ring a aussi été, tu sais, je veux dire, on achetait en fait la boîte de War of the Ring à l'époque et c'était pas super cher pour le nombre de figurines qu'il y avait. Tu sais, l'artiste aussi, John O, qui est un artiste qui a fait, il a fait l'artwork de Ethnos, mais c'est aussi l'artiste qui est derrière pas mal toutes les dessins de Lord of the Ring qu'on voit aujourd'hui. C'est lui aussi qui avait dessiné, tu sais, le vieux film des années 90. Oui, en cartoon. Oui, c'est ça, c'est lui qui a dessiné ça. Fait que dans le fond, il y a un historique, cet artiste-là. Fait que c'est cool qu'il soit encore associé à cet univers-là. Ouais, c'est ça. Puis Ares Games a justement fait exprès parce que justement cet homme-là a vraiment marqué l'univers du Seigneur des Anneaux grâce à ça. Bref, War of the Ring, extraordinaire. Mon numéro 2, c'est aussi un jeu qui est basé sur une propriété intellectuelle connue. C'est le jeu Battlestar Galactica. Oh! Donc basé sur la deuxième télésérie qu'il y a eu au début des années 2000. Okay. Donc un jeu où on va avoir une identité secrète. Donc on va avoir des joueurs qui seront avec les humains et des joueurs qui seront des méchants Cylons, donc des robots infiltrés en humains. Et la twist du jeu, c'est qu'à la moitié de la partie, on va recevoir une nouvelle carte d'identité secrète. Donc tu pourrais jouer la moitié de la partie en étant un humain et tu pourrais, à la moitié de la partie, devenir un Cylon, te rendre compte, finalement j'étais un Cylon dormant, infiltré, et là, ma condition de victoire est celle des Cylons et non celle des humains. Et ça fait que pendant la partie, la première moitié de la partie, si je suis humain, faut pas que je joue trop bien. Parce que si je joue tout le temps bien, que quand je fais les défis, je mets toujours dans les bonnes cartes, qu'on réussit toutes les épreuves qu'on a à vaincre pendant la première moitié de la partie, si je deviens un Cylon en deuxième moitié, les humains vont trop être en bonne position pour gagner, puis là, je serai pas capable de gagner. Mais là, quand tu joues moins bien, qu'est-ce qui se passe? Les autres vont te soupçonner d'être un Cylon, vont vouloir te mettre en prison, vont aller perdre du temps à aller justement essayer de te contrer ou d'avoir des... Le climat de soupçon à l'intérieur du jeu, c'est hallucinant. Et c'est surtout extra thématique avec la série télé, pour ceux qui l'ont vu. Okay. Dans la série télé, dans le fond, il y a des Cylons qui sont des Cylons infiltrés et dormants. Donc la personne est un Cylon, un robot qui ressemble à un humain, qui infiltre les humains, mais qui ne le sait pas. Et à un moment donné, le Cylon dormant se réveille et là, la personne réalise qu'elle est un Cylon. Oh wow! Donc là, ça vient vraiment coller à la thématique de l'univers du jeu, l'espèce d'univers de soupçon, de penser que lui c'est un trade, on pense que t'es un Cylon. Donc c'est vraiment cool à l'intérieur du jeu. C'est un gros jeu très épique, des parties de 3 heures. Oh, okay. Un système avec des cartes, on va jouer des cartes de différentes catégories pour faire des épreuves, donc des épreuves qui auront des seuils de difficulté. Je sais pas, telle épreuve, on doit jouer des cartes de telle couleur, puis telle couleur est positive, mais les autres couleurs, si j'y joue, sont négatives. Okay. Puis on va tous jouer des cartes secrètement sur l'épreuve.
Puis après ça, on va les brasser puis on va révéler ces cartes-là. OK. Fait qu'évidemment, si t'es silent, mais des fois tu peux passer des. Si t'es silent pis t'es pas découvert, tu peux passer des cartes puis faire diminuer ou faire rater des épreuves pour justement que les humains perdent des ressources et tout ça. Il va falloir que je joue. Je pense que ça va être ton genre de jeu Ouais, en plus. Là. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est un jeu qu'on a joué beaucoup, qui était un classique dans mon groupe de jeux. Puis même récemment, on a refait des parties dans les derniers mois. Puis encore aujourd'hui, c'est un jeu super solide. Seul défaut, c'est peut-être qu'il est peut-être un peu long. Là. Ouais. Mais ça reste des expériences de jeu qui sont mémorables. On peut encore parler de certaines parties qu'on a vécues à l'époque. Tu te souviens-tu tel game quand on a fait ça, Wow, puis que lui était silent, puis que il a fait donner le soupçon sur tel autre joueur. En tout cas, c'est vraiment cool comme expérience de jeu. Battlestar Galactica. Là. As-tu joué aux extensions? Est-ce que les extensions amènent au jeu? Ouais, il y en a 3 extensions qui ont été sorties. J'ai joué au moins à 2. Il y en a une que j'ai pas essayé, que je n'ai pas. Il y a des extensions qui rajoutent du stock, c'est vraiment cool. Mais il y en a d'autres qui allongent un petit peu le jeu. Qui est déjà long, fait que tu veux pas nécessairement que ce soit plus long. Mais il y a une des extensions qui est assez essentielle pour balancer un petit peu le jeu. C'est que la flotte de vaisseaux Cylon va te poursuivre. Parce que dans le fond, tu mets des vaisseaux ennemis autour de ton gros vaisseau amiral, le Battlestar. Puis dans le jeu de base, ben, si tu fais un jump, t'enlèves tous les vaisseaux, là, tu t'as jumpé ailleurs. Mais dans cette extension-là, c'est que les vaisseaux qui étaient là, tu les mets sur un plateau secondaire. Fait que la flotte, elle te poursuit. Puis là, la flotte peut te rattraper, puis quand la flotte te rattrape, tu remets tous ces vaisseaux-là. Fait que c'est encore plus thématique d'avoir la flotte qui te court après, puis de dire non, faut qu'on se dépêche, puis qu'on s'en aille. Donc, c'est mon numéro 2, Battlestar Galactica. Peut-être ça va le devenir la mienne aussi. The board game. On est rendu au moment tant attendu. Numéro 1. Le numéro 1. Mon numéro 1, j'ai réalisé qu'en mettant mon numéro 1, ça avait une signification spéciale avec toi. OK. C'est vraiment un addon vraiment bizarre. OK. Donc, c'est le jeu Ghost Story. OK. Sais-tu pourquoi? Ça me fait penser à toi. Pourquoi? Parce que ma copie de Ghost Story, c'est la tienne. Oh, OK. Oh, wow. J'ai acheté ta copie de Ghost Story avant de te connaître. Hey, c'est vrai, hein? C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était dans une soirée de A2Game. Ouais. Puis je t'avais contacté pour acheter ton Ghost Story que tu m'avais amené à cette soirée-là que je t'avais acheté. Aïe, oui, là, je m'en souviens. C'est malade, hein? Aïe, c'est débile, là. Ouais. Hey, fait que, hey, il y a de quoi qui se passe. Il y a une histoire, là, ici. Ouais, là. c'est ça, là, tu sais. Donc, Ghost Story, le Ghost Story de Vincent. Donc, qui est un jeu coopératif de Antoine Boza. Un jeu où c'est quasiment un tower defense un peu. On va devoir protéger les lieux d'une cité des méchants fantômes de Wu Fang qui essaient d'envahir la cité des moines. Et on joue des Jedi dans des moines. Ils ressemblent étrangement à des Jedi. C'est vrai, en plus. Les petits pions. Donc, on va devoir combattre ces monstres-là, ces fantômes-là, pour les empêcher de corrompre les différentes tuiles du village. C'est un jeu excessivement difficile. Un taux de victoire assez bas, mais justement, c'est un jeu qui offre un bon défi. Donc, un jeu où on doit utiliser à bon escient les différents pouvoirs des personnages. C'est un jeu qui est à son mieux, je pense, quand on a les 4 personnages en jeu, justement. Même si vous jouez à 2 ou à 3, mettez les 4 personnages, contrôlez les 4 personnages. C'est là que le jeu est à son meilleur, qui est le plus balancé aussi, que vous allez avoir les meilleures chances. Le jeu est aussi excessivement beau. Un beau visuel à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un univers un peu style manga, si on veut. Ça, ouais. Donc, mais c'est puis tu sais d'ailleurs Antoine Boza, c'est un auteur qui, je trouve qu'à chaque fois qu'il va sortir un jeu, il y a tout le temps de quoi d'unique, il y a une saveur particulière. C'est l'auteur derrière Seven Wonders, c'est l'auteur derrière Takenoko, puis tous ces petits jeux-là, en fait, ils ont toujours eu de quelque chose. Puis d'ailleurs, quand je l'ai eu en entrevue, j'ai eu la chance en fait de faire une entrevue avec lui, puis un de ses trucs prioritaires, c'est tout le temps de dire que quand il fait un jeu, il veut toujours avoir de quoi d'unique. Un truc original. Ouais, puis Ghost Stories fait vraiment partie en fait de cette puis tu sais, Ghost Story est sorti en 2008, mais il est sorti la même année que Pandémie. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il est tombé un peu dans l'ombre de Pandémie, parce que tu sais, c'est un jeu qui est excellent, mais parce que Pandémie a eu beaucoup plus de popularité que Ghost Story est un petit peu tombé dans l'oubli pour des jeux qui sont sortis dans la même époque.
Mais ça reste un jeu coopératif qui va vous offrir un super bon défi. Vous pouvez même rendre le jeu plus difficile en modulant le nombre de cartes de fantômes et tout ça. Faites pas ça. Les boss, vous pouvez mettre plus de boss si vous voulez. Vous voulez que ça soit difficile, ouais. Donc, non, vraiment un solide jeu coop. C'est mon numéro 1 des jeux vintage, 10 ans et plus, Ghost Story. Je savais même pas en fait qu'il était sorti en 2008. Je pensais qu'il était comme sorti un peu plus tard, tellement qu'il est bien ficelé. Là, non, solide. Fait que mon numéro 1, en fait, mon numéro 1 c'est pas. Je pense que c'est. Si on me disait, Vincent, si tu t'en vas sur une île déserte. Avec un jeu. Puis mettons 3 autres amis, ce serait le jeu que j'apporterais, c'est sûr. C'est pas mon top 1 de tous les temps, mais il est proche. Puerto Rico. Oh! Puerto Rico. Ah, que c'est un joyau ce jeu-là. Sérieusement, wow. Il y a tellement de choses que je pourrais dire par rapport à ça. Tu sais, on propose une game de Puerto Rico, je suis tout le temps, oui, ok, cool, let's go, tu sais. Malheureusement, aujourd'hui, il y a comme tellement de sorties, puis là, t'es tout le temps en train d'aller chercher justement la nouveauté. Mais tu sais, à un moment donné, moi, j'ai toujours voulu m'arrêter puis faire, hey, je vais rejouer à Puerto Rico. Maintenant, je vais jouer 10 games cette année de Puerto Rico. Puis c'est un défi que je veux faire. Un 10 par 10. Ouais, c'est ça, un 10 par 10, tu sais. Mais c'est que Puerto Rico, c'est que je pourrais faire. Tu sais, j'ai fait une 50aine de games en ligne, j'ai fait peut-être une dizaine de games, tu sais, en live avec d'autres joueurs. Puis je m'attends jamais de jouer à ce jeu-là parce que tout dépend de ce que toi tu fais, tout dépend de où est-ce que tu es autour de la table, puis tout dépend aussi des choix des autres joueurs. Puis ça va enligner ma partie, mais c'est parce qu'il faut que j'enligne ma partie de façon stratégique, puis m'adapter à ce que les autres vont faire. Puis j'ai pas le choix de tout le temps faire ça. Je peux pas utiliser une stratégie, il n'y a pas de stratégie ultime. Puis j'ai même entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient écrit en fait des livres de stratégie à adopter de Puerto Rico. Comme des livres de stratégie aux échecs qu'on disait dans le temps. Hein. C'est ça, exactement. Là, fait que les joueurs, il y a une espèce de culte voué à ce jeu-là. On parlait d'Antoine Boza. Antoine Boza m'a avoué que son petit trip pendant l'été, quand l'été arrive, c'est de s'asseoir sur sa terrasse, une petite bière, puis un petit Puerto Rico avec ses amis. C'est vraiment un jeu qui est extraordinaire pour plusieurs raisons. La mécanique de sélection d'actions, de pouvoir variable est tellement bien balancée. La thématique est peut-être un peu moins présente parce que le héros de toute cette époque-là, c'était pas important. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il y a quand même certaines choses qui sont très thématiques, somme toute. Et j'apprécie ce jeu-là pour tellement plein de raisons, mais aussi juste parce que il est le fun, il est intéressant, t'es engagé quand tu joues à ce jeu-là, t'es vraiment en train d'être centré sur l'expérience de jeu que t'es en train de vivre. T'es pas sur ton téléphone cellulaire. Moi, ça m'arrive, tu sais, des fois, à un moment donné, quand tu trouves que, j'imagine que c'est pas mal ça pour tout le monde. Quand c'est long, que ça revient à ton tour, tu joues, c'est ça. Mais là, t'es là, puis écoute, oublie ça, là, tu peux pas checker ton téléphone, là, parce que, tu sais, David va faire quelque chose, là, toi, tu vas faire quelque chose, là, moi, c'est à mon tour. Ça te garde engagé dans le jeu. Ouais, vraiment. C'est cool. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que moi, je vais réfléchir, OK, si je fais ça, dans 2 tours, lui va faire ça, ce qui va l'avantager, qui va faire plein de points, les points sont cachés. Il y a vraiment plein de choses intéressantes de Puerto Rico. Puis, c'est comme j'ai dit, c'est le genre de jeu que j'amènerais sur une île déserte. Je me tannerai jamais de jouer à ce jeu-là parce qu'à chaque partie, il va y avoir de quoi de différent. C'est pas un jeu épique que je me souviens de toutes mes parties. Je veux dire, après 60 parties, tu te souviens pas de toutes, mais quand même, une expertise à développer dans ce type de jeu-là. Alors voilà, mon numéro 1, Puerto Rico. Alors, c'était notre top 10 des jeux vintage, old school, qui datent de 10 ans et plus. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Moi, en tout cas, j'ai grandement apprécié. Je pense que toi aussi, d'ailleurs, ça a été... Ça me fait réfléchir, justement. Puis la plupart de ces jeux-là, il y en a beaucoup qui sont devenus des classiques aujourd'hui, justement. Puis encore des jeux qui ont été réédités en plusieurs éditions, puis qui sont encore sur le marché. Fait que, tu sais, c'est la preuve que ces jeux-là sont bons parce qu'ils sont encore sur le marché aujourd'hui. Donc, tu sais, les nouveautés, oui, c'est cool, mais des vieux classiques comme ça,
je pense qu'il y en a beaucoup à découvrir. Ah oui, définitivement. Puis faut tellement être à un moment donné, puis moi aussi personnellement, à un moment donné, quand j'ai commencé à tellement être au courant des nouveautés, j'ai décidé volontairement de m'arrêter de faire OK, mais d'où est-ce que ça vient ces mécaniques-là? D'où est-ce que ça vient tout ça? Où sont les classiques, d'où ce que c'est ça, exactement. Là, des jeux comme des jeux qui ont été des précurseurs, puis que tu vois en fait où est-ce que c'est. Des fois, puis mettons, je prends l'exemple de Caylus. J'ai joué à Caylus, qui est comme un des premiers worker placement qui a popularisé le genre, mais tu sais, je veux dire, oui, il y a comme certains défauts. C'est pas le jeu en fait qui est devenu. Il y a plusieurs défauts. Mettons, s'il sortait aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas nécessairement la même popularité. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il a mal vieilli. Bien au contraire, je pense que ça place puis qu'il mérite d'être joué. Mais ça, c'est un exemple parmi tellement tant d'autres. Puis il faut faire attention justement de se freiner un peu par rapport à ça puis faire OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Puis c'est quoi l'histoire du board game là, moderne? C'est tellement important. Puis moi, j'aime ça faire ça. Ça me permet de retomber en fait dans une autre époque. Puis de mettre de côté certains détails, comme tu parlais de l'esthétisme d'ailleurs, je trouve qu'à un moment donné, d'être capable de se détacher de ça, puis de voir le jeu pour ce qui est dans sa fonction mécanique, puis dans ses engrenages, ça devient vraiment intéressant de pouvoir juste dire, OK, je regarde le jeu pour qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est intéressant, oui ou non, à ce point-là, tu sais. Ouais, vraiment cool. Donc, on aimerait ça connaître vos choix, vos jeux vintage favoris. Vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Vous pouvez aussi commenter les choix qu'on a donnés. Évidemment, on n'a pas parlé d'Agricola. On va sûrement se faire lancer une ou deux roches. Correct. Mais bon, on est prêt. C'est ça, de toute façon, c'est Agricola. Hein, lance-moi des roches, lance-moi du foin. Là, on n'a pas parlé de Catan. Non, on n'a pas parlé de Caylus, justement. Non. Mais écoute, hein, ce sont nos choix. Ce sont nos goûts personnels aussi. Ouais, c'est ça. Puis écoute, n'hésite pas à nous partager pourquoi le tien, pourquoi Agricola, tu sais. Alors voilà. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et c'était Vincent et David. Et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage. Bye, salut les gamers.